Non, c'est bon, je peux enregistrer. On est forcément obligé d'avoir les petits carrés sur la droite. Hein. Patrick, les invités sont entrés dans la salle. Ok. J'ai trouvé une correspondance. On va se donner encore quelques minutes. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de se connecter. Encore un tout petit peu de patience, ça continue encore énormément à se connecter. Donc. Oui, allô? Oui, Marie, oui. Cinq cents.
Encore quelques minutes. On est à plus de 350 personnes qui sont présentes dans la salle. On a 498 inscrits, donc on va attendre encore 2-3 minutes et on va commencer. Donc excusez-nous pour ce petit retard. Je vous propose que dès qu'on aura passé la barre des 400, on démarre et ensuite les autres personnes nous rejoindront. Ça continue encore. Encore quelques secondes et on arrive. Je vous propose donc qu'on démarre donc cet atelier virtuel. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette session organisée en collaboration par le GIE Gers et Gers Data. Donc on sait que beaucoup d'entre vous, la plupart même, sont malgré cette situation exceptionnelle, énormément pris par leur entreprise dans le cadre du télétravail. Mais on a souhaité quand même organiser ce point pour faire justement donc un point de situation sur le Covid-19 et sur ce qui se passe en France, à la fois sur le trafic en officine, à la fois sur ce qui se passe dans les cabinets de médecine générale ou spécialistes, également beaucoup en téléconsultation, puisque la téléconsultation, et vous le verrez tout à l'heure, c'est énormément développé. Tout savoir sur ce qui se passe sur les produits de santé à l'officine, à l'hôpital, les classes qui ont été les plus impactées, aussi bien positivement que négativement. Et comment, en fait, les Français, au sens large, se sont comportés pendant cette période. Alors, ce que l'on vous propose de voir, donc pour l'agenda, on fera un premier point sur la situation en médecine générale à partir de nos données issues de notre panel de médecins généralistes et spécialistes, donc sur les consultations, à la fois en cabinet, en téléconsultation, l'activité ensuite en médecine générale depuis le début du confinement, les diagnostics, les prescriptions. Après un zoom sur la téléconsultation et justement les différences entre les deux modes de consultation aujourd'hui et les diagnostics et produits utilisés chez les patients Covid-19. Donc ça, ce sera le point sur la médecine générale. Ensuite, on fera un focus sur les produits clés qui ont été consommés, qui sont consommés pendant cette période, qu'il s'agisse des antitussives, de l'azithromycine, du paracétamol, du plaquenil. Et là, on verra ce qui s'est passé chez les médecins, à l'hôpital, mais également dans les officines. Et enfin, on fera également un point sur les gels hydroalcooliques. Ensuite, un zoom sur l'activité officinale avec le trafic en officine, un point sur le marché du remboursable, ce qui s'est passé sur ce marché-là, un point sur l'automédication, puisque c'est également un marché qui a été très sensible à la situation, comme le marché du self-care. Et enfin, on terminera cette présentation par ce qui s'est passé à l'hôpital, puisque bien entendu, avec le nombre très important de patients qui ont été admis en réanimation, il y a
des classes de produits qui ont extrêmement évolué pendant cette période et on fera un point également sur là-dessus. Donc, je vous propose donc qu'on démarre cet atelier virtuel. Et en fait, le GERS peut vous proposer, qu'il s'agisse de GERSATA ou GERS, toutes ces données parce qu'on évolue dans un environnement pharma au sein du groupe CGDIM. Et qu'il s'agisse des logiciels de professionnels de santé, médecins, pharmaciens, qu'on a avec SmartRx pour les pharmaciens par exemple, qu'on est tout ce que l'on peut avoir au travers de Futura Media, CMedia, Medexact aussi, tout ce qu'on peut avoir avec au niveau de SAIP, CGDIM, c'est les commandes hospitalières avec Hospitalis, ce qu'on a avec la BCB, et puis enfin aussi ce qu'on peut avoir, sans les citer tous, toutes les données via Maya, qui est aujourd'hui notre système de téléconsultation et qui est le seul qui permet de prendre un rendez-vous en temps réel et immédiat. Alors, les données qu'on produit pour le suivi justement de cette crise Covid sont des données qui sont transmises quotidiennement aux autorités de santé pour leur fournir, pour leur apporter un maximum d'informations dans le suivi de cette crise, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, de la Direction générale de la santé, du ministère de la Santé ou de l'ANS. Toutes ces données sont fournies, que ce soit sur les suivis paracétamol, des gels, la consommation hospitalière, le suivi des patients. Donc, on a les données hospitalières qui proviennent de Statop. On a les données de prescription qui proviennent de notre base de données médecins, la base TIN. Et enfin, toutes les données d'achat et de distribution à l'officine qui proviennent du Céline GERS, de Sognow, qui sont les ventes quotidiennes au GERS, Sogerly avec toutes les sorties en officine, le sell-out bien sûr, et les données sur les ruptures de stock avec GERS Rupture. Donc, grâce à toutes ces données, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous proposer ce suivi extrêmement et en temps réel du suivi de cette pandémie Covid-19. Donc, je vais laisser maintenant David vous faire un point sur ce qui s'est passé au niveau de la médecine générale. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'animer avec Patrick et avec vous ce premier atelier virtuel. Donc, le premier point sur la situation en médecine générale, la première chose qu'on observe, c'est une baisse du trafic, notamment tout de suite après l'annonce du confinement qui était le lundi 16, donc effectif depuis le mardi 17. Mais si on regarde la semaine du 23, donc la dernière semaine de mars, on observe une baisse du trafic en médecine générale de l'ordre de quasiment 40%. À titre de comparaison, un mois d'août, traditionnellement, c'est 30% de trafic en moins par rapport à un mois de mars classique. Donc, on est déjà en baisse du trafic sur la dernière semaine du mois de mars, en dessous du taux de consultation qu'on observe généralement sur le mois d'août. Quand on regarde le top 15 des diagnostics sur les semaines de confinement, c'est-à-dire qu'on a comparé la semaine 12, donc qui correspond à l'annonce du confinement du 16 mars du coup au 30 mars, donc semaine 12 et 13 versus les mêmes semaines l'année passée, on observe que le renouvellement d'ordonnances a été la part des consultations en renouvellement d'ordonnance est de l'ordre de 1/4 sur 2020, en hausse significative par rapport à l'année dernière. On verra si elle se maintient tout au long du confinement. On a aussi la toux comme diagnostic qui, on le sait effectivement aujourd'hui, est un symptôme important du Covid-19, donc aussi en évolution fortement. Ensuite, en troisième diagnostic, on a les troubles de l'humeur et névrotiques, puis ensuite pharyngite, dorsopathie.
Et on voit un peu plus loin apparaître aussi fièvre et grippe et syndrome grippal qui sont en évolution significative par rapport à l'année dernière. Quand on regarde également le top 15 des prescriptions sur ces 2 semaines, que sont la semaine 12 et 13 2020, donc la dernière quinzaine du mois de mars, et ben vous voyez les 2 premières molécules ou classes prescrites sont le paracétamol. Loin devant, on a été obligé, pour rendre le graphique présentable, de couper le différentiel entre le paracétamol et le reste des produits prescrits. Donc, on a une prescription sur 2 dans ces consultations sur les 2 semaines de confinement qui donne lieu à une prescription de paracétamol qui est en très nette évolution par rapport à l'année passée. Et la deuxième classe sont les antitoussifs. Et on voit aussi apparaître un peu plus bas le salbutamol et l'amoxicilline que vous voyez apparaître également, mais qui est flat par rapport à l'année dernière. Les 2-3 prescriptions les plus importantes, c'est paracétamol, antitoussif et le salbutamol. Autre point, comme l'évoquais tout à l'heure sur l'essor de la téléconsultation, on voit que globalement, sur début mars, si vous me permettez l'expression, la téléconsultation végétait. On était autour de 0,1, 0,2, 0,3% des prescriptions. Et puis, dès le lendemain de l'annonce du confinement, on a une progression qui est quasi géométrique, puisque la croissance jour par jour, on doublait quasiment tous les 2 jours la progression de la téléconsultation. Et puis, on est arrivé dès la fin du mois de mars et sur les premiers jours d'avril à un premier plateau, excusez-moi, autour d'un quart des consultations qui sont aujourd'hui réalisées en téléconsultation. Et donc, on peut penser qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle les early adopters sont effectivement aujourd'hui utilisent la téléconsultation et que maintenant, effectivement, on arrive à un palier qui devrait permettre aux autres médecins de s'équiper, de s'organiser pour accéder à cette téléconsultation. On s'est amusé, quand je dis on, c'est avec les équipes que j'en profite pour remercier parce que du coup, ce n'était pas évident de produire tout ça dans un temps si court, puisqu'en fait, on se rend compte que, hélas, les données déjà de février ou même de début mars intéressent peu. On veut tout de suite savoir ce qui s'est passé hier. Et donc, on a amusé à regarder l'évolution des diagnostics délivrés en téléconsultation versus les consultations physiques. Donc, on voit que le renouvellement d'ordonnances est somme toute plus faible en téléconsultation sur ces 2 premières semaines, puisqu'il représente 21% des téléconsultations versus quasiment 30% des consultations physiques sur cette même période. Et vous voyez en gras tout ce qui, de près ou de loin, peut laisser supposer aux patients qu'il est atteint de Covid, émerge fortement, comme la toux, comme la fièvre, comme tout ce qui est maladie virale, tout ce qui est grippe et syndrome grippal sont en forte évolution sur la téléconsultation et plus présents sur la téléconsultation. Vous avez à droite du tableau le rang que représente chacun de ces diagnostics en téléconsultation, donc les 15 premiers, et quel rang ils ont au niveau des consultations physiques. Autre point, quand on regarde le top 15 des prescriptions, téléconsultation versus consultation physique, là aussi, pas de grande surprise par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Le paracétamol et les antitoussifs sont prescrits de manière plus importante, aussi bien en téléconsultation qu'en consultation physique. Et puis ensuite, on n'a pas de grande différence, comme vous pouvez le voir, entre la prescription en téléconsultation et les prescriptions en physique. Autre point, grâce au fait qu'effectivement, au sein de CGDIM, on a une entité qui est CGDIM Logiciels Médicaux et sur lequel on peut intervenir au sein des formulaires et du coup de pouvoir intégrer dans le diagnostic le fait que le patient a Covid-19. Et donc, vous pouvez voir sur le graphique de gauche l'évolution du nombre de cas Covid suivis en médecine générale. Donc, c'est vrai qu'à vendredi dernier, on estimait autour de 256 000 patients suivis en médecine de ville ayant le diagnostic Covid-19. Et vous avez en histogramme en bas le nombre de nouveaux cas
en milliers, bien sûr, jour par jour. Et donc, c'est vrai qu'on observe le lundi comme généralement un grand jour, puisque effectivement il y a le report du week-end. Et donc, on voit que globalement, on tourne aujourd'hui autour de 19 000, 20 000 cas. Et vous avez à droite la répartition de ces cas sur la France, avec effectivement l'Est et l'Île-de-France qui est très fortement impactée par le Covid, et quelques régions, indépendamment d'être dans les déserts médicaux, mais aussi l'ouest de la France qui est encore protégé par rapport au reste de la France. Le top 15, on a regardé les diagnostics qu'il y avait sur ces patients identifiés Covid. Et donc, vous pouvez voir l'atout qui représente un point important dans ces consultations. On va être très vite dans le viral, très vite dans la sphère ORL, très vite dans la fièvre, puisque quand vous regardez l'évolution qu'on observe entre les consultations totales et les consultations pour les patients Covid, tout ce qui tourne autour de la toux, de la fièvre, des grippes, syndrome grippal est très fort, pharyngite également, autres maladies virales, les migraines aussi et céphalées qui sont importantes, l'asthénie également et les troubles de l'odorat, puisque ça représente aujourd'hui le 12e diagnostic dans le cadre des patients Covid, et il est très loin dans les consultations totales hors patients Covid. Autre point sur les molécules, là aussi on voit que sur les patients Covid, 3/4 d'entre eux ont une prescription de paracétamol, un quart d'antitoussifs, puis ensuite on a l'oxomésazine, le salbutamol, l'amoxicilline et l'azithromycine qui est arrivé dans les discussions récemment, notamment en combinatoire avec le plaquenil. Patrick, je te passe la main pour faire un point sur les produits clés. Tout à fait. Donc après ce zoom sur ce qui s'est passé chez le patient, donc on va voir comment cela se traduit justement sur différents produits, et on a identifié en fait plusieurs catégories de produits. Tout d'abord le paracétamol. Donc vous voyez sur ces différents schémas, tout d'abord donc chez le médecin généraliste, que le poids des prescriptions de paracétamol par rapport aux prescriptions totales a fortement augmenté au moment du confinement. On voit l'augmentation entre la semaine 11 et la semaine 12 et qui se maintient également en semaine 13. Et cela se traduit également au niveau du sell-in ou du sell-out, puisqu'on voit la courbe en pharmacie juste en dessous, où on voit une augmentation du sell-in depuis le début de l'année, qui était assez faible, c'était stable à peu près 10 millions de boîtes. Et depuis la semaine 11, on voit cette forte augmentation qui a atteint un pic en sell-in aux alentours de 19 millions pour se maintenir à 18 millions. En sell-out, on retrouve exactement la même évolution avec une courbe qui est un peu au-dessus. C'est vraisemblablement dû à des stocks qui avaient été faits avant, en fin d'année 2019. Donc, on a une courbe de sell-out avec des sorties un peu supérieures. Et avec cette baisse un tout petit peu qui est assez importante pour la semaine 13, mais qui est liée surtout à la baisse du trafic en officine que l'on verra après. Quand on regarde le poids de la prescription en sell-out pour les unités de paracétamol, on voit qu'il y a eu une baisse lors de la semaine 12, mais on est revenu aujourd'hui à un taux, qu'il s'agisse de prescription quelle qu'elle soit, aux alentours de 80%. Et enfin, on a également une augmentation des ventes de paracétamol. Là, on est en millions d'UCD à l'hôpital, donc et en particulier sur les semaines 12 et 13, avec un pic à 15 millions d'UCD, même si ce n'est pas sur ce produit où il y a les augmentations les plus fortes. En ce qui concerne ensuite un autre produit qui nous paraissait intéressant, c'était sur l'ibuprofène. Donc tout le monde a entendu parler des recommandations qui avaient été faites sur l'ibuprofène
juste avant le confinement, où il était déconseillé de prescrire des produits, des anti-inflammatoires non stéroïdiens en particulier. Et on voit que depuis la semaine 11, il y a une chute et un effondrement. On va repasser sur le… Voilà. Il y a un effondrement à la fois du sell-out, puisqu'on est à moins 83% en semaine 13 sur le sell-out, mais également sur le sell-in avec moins 31%. Donc qui traduit vraiment le suivi des recommandations. En ce qui concerne les antitussifs, non, d'abord l'azithromycine, pardon. Là, on voit, comme on peut le voir pour les autres classes, suite aux recommandations qui ont été faites sur l'efficacité de l'azithromycine, l'augmentation des prescriptions d'abord et le poids des prescriptions chez le médecin généraliste qui augmente fortement entre la semaine 12 et la semaine 13, qu'on retrouve à la fois dans les achats des officines et dans les sorties et les délivrances au niveau des patients en sell-out, avec vraiment une très très forte augmentation. Un poids de la prescription qui, lui, se stabilise aux alentours de 96%. Il était 99% avant le confinement. Et également, alors là, une augmentation qui est extrêmement, extrêmement importante à l'hôpital, puisqu'on passait d'une consommation à l'hôpital de on va dire à peu près 10 000 UCD par semaine à une consommation de 355 000, en tout cas 355 000 UCD, milliers d'UCD, 355 000 UCD, pardon, sur la semaine 13. Mais là, ce sont les achats des hôpitaux, ce n'est pas la consommation ici. En ce qui concerne les antitussifs, donc alors les antitussifs, bien sûr, c'est fortement lié aussi à toute la pathologie. On voit là une courbe qui est un peu différente des autres. Il y avait eu un pic en début d'année dans les prescriptions d'antitussifs chez le médecin généraliste, et on retrouve ce même pic depuis le démarrage de l'épidémie de Covid, depuis la semaine 10-11. Où on retrouve vraiment un poids des prescriptions d'antitussifs qui est important, puisqu'il se situe presque à 5%, ce qui est un pourcentage élevé par rapport au poids des prescriptions totales. Et cela se traduit un tout petit peu moins, de façon un peu moins vraie au niveau des sorties, des sorties en officine. On a une petite augmentation entre la semaine 11 et la semaine 12, avec plus d'1,4 million de flacons d'antitussifs, corrélé également par les achats en sell-in. Et on a une baisse en semaine 13, mais cette baisse est liée, comme pour le paracétamol, essentiellement à une baisse du trafic en officine. Le poids des prescriptions en sell-out, on est aux alentours de 50% d'antitussifs qui proviennent de prescriptions. Et enfin, à l'hôpital, donc on a des ventes qui, elles, sont assez stables aux alentours de 60 000 UCD. Enfin, le Plaquenil, qui est un des produits dont on a parlé le plus pendant cette pandémie, on s'aperçoit que les ventes qui étaient vraiment limitées, en tout cas les prescriptions qui étaient limitées chez un certain nombre de types de patients avant la semaine 10, donc le poids des prescriptions, là on n'est même pas en pourcentage, on est en pour 1000. Donc, ça veut vraiment dire que le poids des prescriptions était vraiment très faible. Il est encore faible en semaine 12 et en semaine 13, avec 0,6 pour 1000. Mais néanmoins, on a une très, très forte augmentation des prescriptions chez le médecin. On retrouve, cela se traduit au niveau des ventes également, aussi bien en sell-in qu'en sell-out, avec un pic des livrances de Plaquenil à un peu plus de 60 000 en semaine 11.
et avec une décroissance en semaine 12, pardon, et avec une décroissance en semaine 13, mais qui n'est pas aussi forte que la baisse du trafic en proportion. Donc, les gens continuent à se faire prescrire et c'est tout à fait corrélé avec les prescriptions chez le médecin généraliste. On va revenir une seconde sur justement le Plaquenil. Sur le Plaquenil, le poids des ventes à l'hôpital a également, des achats hospitaliers a très très fortement augmenté avec 110 000 UCD en semaine 12. Il est redescendu à un niveau un peu plus bas en semaine 13, mais ce pic a été extrêmement important la semaine 12. Voilà en ce qui concerne le Plaquenil. Enfin, dernier focus dans les produits clés, le zoom sur les ventes de gel hydroalcoolique. Donc là, on était même avant la période de confinement. Donc sur ces deux courbes, vous avez en bleu les unités, en rouge le chiffre d'affaires. Donc vous voyez le pic en semaine 9, donc bien avant le confinement. Et il y a eu ensuite le décret qui a été publié, qui a encadré notamment le prix des gels hydroalcooliques. Et donc ensuite, il y a eu aussi des fabrications aussi alternatives de gels hydroalcooliques, donc qui fait que les ventes aussi sont revenues à un niveau beaucoup plus bas, des ruptures de stock également, et un prix qui est revenu au prix qui maintenant est encadré à une moyenne de 3,3 euros, alors qu'on était monté à un moment à 3,9 euros en moyenne sur les flacons de gel hydroalcoolique. Donc voilà pour ce zoom sur les principaux produits. Donc je vous propose que maintenant on passe sur le point sur l'activité en pharmacie. Alors l'activité en pharmacie, comme on a pu le voir sur ces produits spécifiques, on voit que l'évolution des passages en pharmacie avec ou sans ordonnance a connu une forte augmentation juste avant la période du confinement. Et à partir de l'annonce le 16 et de la mise en œuvre le 17, il y a eu un effondrement du passage en officine, qu'il s'agisse de passage avec des ordonnances ou simplement de passage sans ordonnance ou pour aller voir le pharmacien et pour obtenir des conseils. Mais ensuite, à partir de la période de confinement et de la semaine 12, on voit un effondrement avec une activité sur ordonnance qui a chuté de 19%. Alors, c'est par rapport à la même période de l'année précédente, c'est-à-dire là, on est par rapport à la même semaine de 2019. Et vous voyez que l'effondrement sur le conseil est encore beaucoup plus important, puisqu'après des fortes évolutions par rapport aux semaines de 2019, on a cet effondrement sur la semaine 13 avec moins 9%, et qui va se prolonger encore dans les semaines à venir. Donc l'officine aujourd'hui est vraiment fortement touchée par cette crise. Alors, comment cela se traduit quand on peut corréler justement, alors là, c'est au jour le jour l'évolution du trafic à l'officine. Vous voyez dans la courbe du bas, c'est l'évolution du trafic. Et là, on a comparé chaque jour de 2020 au même jour de 2019, mais en faisant bien attention de comparer un lundi à un lundi, un samedi à un samedi, par exemple, pour être le plus juste possible. Donc, on voit un pic d'activité, donc le trafic a augmenté très, très fortement le 16 mars, ça se traduit au niveau du chiffre d'affaires, et ensuite, à partir du début du confinement, donc encore une augmentation importante puisque le confinement avait commencé à midi, plus 57% pour le trafic, 62% pour le chiffre d'affaires. Et ensuite, on rentre dans la période où le trafic s'est stabilisé et où il est ensuite devenu fortement négatif avec des baisses de trafic de l'ordre de moins 20%, et qui se traduisent par des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de moins 18, moins 19%, voire moins 27% pour le dernier jour que l'on a comptabilisé ici, qui était le 28 mars. En ce qui concerne
l'évolution toujours de ce trafic. Quand on fait un zoom sur le chiffre d'affaires par taille de pharmacie, c'est encore plus édifiant, puisque là, vous avez des courbes qui illustrent en fait le chiffre d'affaires par taille de pharmacie. Et nous n'avons pris ici que les grosses pharmacies pour voir vraiment ce qui se passe sur ces grosses pharmacies. Vous voyez que pour les pharmacies dont le chiffre d'affaires est de plus de 40 millions, le chiffre d'affaires s'est effondré sur la période. Mais c'est vrai pour toutes les tailles de pharmacie où on a vraiment une baisse très forte du chiffre d'affaires. On peut noter, Patrick, que la baisse du trafic est quasi normalisée sur les derniers jours et les premiers jours du mois d'avril, puisqu'on stabilise à peu près à moins 20% par rapport à l'année passée. Donc maintenant, nous allons faire un focus sur le marché remboursable. Donc, pour voir ce qui s'est passé, donc on retrouve les mêmes tendances générales entre les unités et le chiffre d'affaires. Simplement, il est à noter que l'évolution l'augmentation que l'on a en unité a dépassé celle de l'augmentation en chiffre d'affaires lors de la semaine 12. Et là, c'est lié principalement à la délivrance de produits et aux achats des pharmacies sur des produits type paracétamol, où ils ont acheté de gros volumes, donc avec une très très forte augmentation des volumes, qui s'est traduit quand même par une très forte augmentation du chiffre d'affaires avant le confinement, et ensuite une diminution qu'on retrouve dans la semaine 13, diminution de ces évolutions, avec néanmoins encore plus 12% quand on compare la semaine 13 2020 à la semaine 13 2019. En revanche, en chiffre d'affaires, là, on note une petite diminution sur ce chiffre d'affaires en semaine 13. Quand on regarde ensuite au sein du marché remboursable, quelles sont les classes qui sont contributrices à la croissance ou à la décroissance. Donc là, on a regardé, contrairement à ce que l'on fait habituellement, les classes qui ont contribué à la croissance, mais comme on a regardé sur 3 semaines, on a préféré se focaliser sur les unités et non pas ce que l'on fait habituellement sur le chiffre d'affaires. On pourra le faire en chiffre d'affaires quand on aura une échelle de temps un tout petit peu plus longue. Mais en unité, on voit quand on regarde les classes qui ont le plus progressé, on retrouve les analgésiques antipyrétiques, non narcotiques, donc paracétamol, on trouve les pénicillines, les antidépresseurs, les vitamines A et D en association, les tranquillisants, qui sont les classes qui ont le plus augmenté en volume, 50% pour les analgésiques. Donc, on est passé de 43 millions d'unités distribuées à 64 millions pour les semaines 10 à 13, donc plus de 20 millions de différence. Et par exemple, pour le paracétamol, cette contribution à la croissance représente 51% de la croissance globale en unité. En ce qui concerne les pénicillines et les autres produits, la contribution à la croissance globale est beaucoup plus faible. On voit 5%, 3% pour les antidépresseurs, 2% pour les vitamines et les tranquillisants, mais avec des évolutions pour chacune de ces classes qui sont quand même très importantes. En revanche, on a quelques classes qui ont fortement souffert de cette situation et qui sont des classes qui correspondent aux produits qui sont, on va dire, soit qui ont été visés un peu par des recommandations. On retrouve là la classe des anti-rhumatoïdes et antalgiques locaux, les anti-rhumatoïdes non stéroïdiens, donc qui ont vraiment fortement chuté avec moins 10 et moins 22% et qui contribuent pour moins 1,7% à cette décroissance pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, moins 0,5 pour les autres. Et on a également des classes comme les antimycosiques, les anti-allergiques ou les vaccins qui ont fortement baissé. Quand on regarde donc dans les chiffres semaine après semaine, on voit que les classes qui ont fortement progressé, bien sûr, les analgésiques non narcotiques,
antipyrétiques avec plus 72% encore en semaine 13 et il y a eu un pic à près de 100% en semaine 12 et ensuite on retrouve dans les semaine après semaine des classes qui sont à plus 9%, plus 8%, plus 2%, notamment pour les pénicillines, malgré une baisse, donc cette baisse du trafic. Et moins 10% pour les vitamines A, mais les vitamines A avaient eu une augmentation tellement forte la semaine précédente qu'ils se retrouvent quand même à des niveaux de vente, du moins d'achat par les officines, qui sont encore très supérieurs à ce qu'ils faisaient l'année précédente. Quand on regarde les classes qui, elles, contribuent à la décroissance, donc là, de façon hebdomadaire, donc là, on voit, on retrouve les classes dont on a parlé tout à l'heure, les anti-allergiques, les antimycosiques, les anti-inflammatoires antalgiques, les vaccins en association et les AINS, avec des involutions sur la semaine 13 comprises entre moins 30% et moins 60%. Donc des classes qui sont vraiment en très très fort recul alors qu'elles étaient proches de 0%, entre 0 et 10%, pour certaines plus ou moins 10% d'évolution. Et là, elles se retrouvent à des involutions, avec des involutions extrêmement fortes. Donc cela est lié également à la baisse du trafic en officine et aussi à la baisse des consultations chez les médecins. Alors, quand on regarde les conséquences un peu de tout cela sur la situation de la disponibilité des produits, vous savez que le GERS a développé un nouvel outil de suivi des ruptures et on a fait un focus sur les semaines 11, 12 et 13. Et on voit qu'en particulier pour la semaine 13, le nombre de médicaments en rupture a augmenté. Il a augmenté de près de 20% à peu près. Et on a un taux de rupture des médicaments remboursables qui est de 14,7% aujourd'hui. Et pour les médicaments qui sont sans équivalence, ce taux atteint aujourd'hui 1,3%. Et cela se répartit à peu près à 65% pour les produits du répertoire, on est en semaine 13, et 35% pour les produits hors répertoire. Et on voit dans la courbe du bas que les ruptures de courte durée, une semaine, ont fortement augmenté puisqu'on est passé d'à peu près 10% sur la semaine 12 à près de 30% sur la semaine 13. Donc, une situation qui devient assez tendue sur la disponibilité de certains médicaments. Donc, je laisse maintenant David vous présenter la situation sur le marché de l'automédication. Donc, sur l'automédication, donc petit rappel méthodologique, l'automédication, c'est tout ce qui est prescription médicale facultative délivrée sur le conseil du pharmacien. Et donc, comme vous pouvez le voir, aussi bien en unité qu'en chiffre d'affaires, une très forte évolution dès le début du mois de mars. Probablement le coup de départ, le point de départ plutôt, de cette croissance et le samedi 29, lors de l'annonce de l'interdiction des regroupements de plus de 5000 personnes. Et donc, on voit que petit à petit, la croissance est montée jusqu'à 61% la veille en unité, la semaine précédant le confinement, puis une forte hausse, plus du doublement des volumes délivrés sur la semaine 12 versus l'année dernière. Et du coup, par contre, la semaine 13, donc la deuxième semaine de confinement, l'automédication est retournée négative comme elle l'était sur le début de l'année. Peut-être sans surprise, malgré tout, tout ce qui touche aux voies respiratoires et à la douleur et fièvre étant forte et contributeur à la croissance, puisqu'on voit le premier contributeur à la croissance et le segment de douleur et fièvre, principalement porté par le paracétamol, avec 72% des contributions à la croissance de l'automédication. Donc, une variation sur le mois de mars de
de plus de 120%, donc plus du double des volumes délivrés par le conseil du pharmacien. Tonus et vitalité également, 1,5 fois plus que l'année passée. Tout ce qui est antiseptique et plaies également, donc tout ce qui va être alcool. Le mal de gorge également, presque plus 50% comme pour la toux. Et du coup, en décroissance, on va avoir tout ce qui est douleur musculaire, probablement moins de sportifs, moins de gens qui courent. Moi, déjà, je ne courais pas beaucoup avant, donc je vous rassure, je ne cours pas du tout. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Et ensuite, tout ce qui va être parodontie, qui est aussi en baisse, et ecchymose et hématome, et les diarrhées également en baisse probablement, mais ça c'est une interprétation du fait de l'utilisation des gels hydroalcooliques à forte dose qui fait que du coup il y avait de moins en moins de microbes. Donc quand on regarde effectivement les courbes sur ces principaux contributeurs à la croissance, on le voit bien, douleur et fièvre en automédication, le niveau est redevenu quasiment à la normale en semaine 13 par rapport à l'année dernière. Tonus et vitalité restent en forte croissance par rapport à l'année passée, comme pour les plaies et les antiseptiques. Et tout reste légèrement positif et le mal de gorge est en baisse de 11% par rapport à l'année passée. Et sur les contributeurs à la croissance, très forte décroissance sur la diarrhée par rapport à l'année dernière, comme pour les douleurs musculaires. On le voit sur la dernière semaine, on est à minima à moins 35 ou moins 40% par rapport à 2019. Donc des chutes qui sont très conséquentes sur ces segments de l'automédication. Autre point qui nous paraissait intéressant de partager avec vous, c'est les ventes de paracétamol donc en automédication et de regarder les délivrances 1, 2, 3 et 4 boîtes et plus. Et du coup, on voit l'impact du décret qui est tombé le 18 mars. On avait à peu près 15% des délivrances qui étaient à 3 boîtes et plus les jours précédents, les tout des premiers jours autour du 14 et 17 mars. Et puis, c'est vrai qu'on observe, on observe dès le 18 mars une croissance très, très importante de la délivrance à une boîte majoritairement, à plus de 81%, voire 85%, et deux boîtes entre 16 et 20%, et quasiment plus de délivrance à 3 boîtes et plus. Sur le self-care, alors l'évolution du chiffre d'affaires du self-care, donc pour la définition du self-care, on a pris tout ce qui est du coup médicaments non listés hors prescription, et également tout ce qui touche à la santé humaine, donc hors vétérinaire et hors divers, et en enlevant la dermato et la dermocosmétique, le capillaire, le maquillage et le solaire, de manière à pouvoir voir un peu ce périmètre du self-care ainsi défini. Et donc, on voit une forte croissance, pareil, sur tout le mois de mars, dès la dernière semaine de février, avec un apogée la semaine 12, plus 57% de croissance sur le self-care, et par contre, en semaine 13, à moins 13%. Quand on regarde les principales promesses, alors pourquoi on parle de promesses au sens de la BCB? C'est parce que comme on mélange du médicament, du complément alimentaire, du DM et d'autres statuts, on ne peut pas parler d'indication, puisque un certain nombre de produits n'ont que des allégations ou une volonté de pouvoir agir dessus. Donc, on parle de promesses. Et donc, là aussi, on a douleur et fièvre, donc, qui est en forte croissance sur ces semaines du mois de mars. Tonus, vitalité, l'immunité et défense naturelle. On a également les huiles essentielles. Probablement, le Ravinsara a fait un carton plein sur ce mois de mars, sur la protection virale, le mal de gorge, les assainissants aussi, tout ce qui est rhume étagrippal, la toux, confort respiratoire et plaies antiseptiques. Donc, on voit qu'on est vraiment sur toutes les promesses qui étaient dans la protection et effectivement essayer d'éviter le plus possible d'avoir le Covid. Et donc, quand on regarde ces courbes, on avait tout ce qui était globalement flat ou
ou sensiblement pareil que l'année passée, hein, plus ou moins en fonction des classes. Et puis, le mois de mars est arrivé, donc les assainissants. Donc, on fait une croissance exponentielle éclair, l'immunité aussi, et reste très dynamique, même sur la semaine 13. Les huiles essentielles continuent également à être performants sur ces deuxièmes semaines de confinement, confort respiratoire aussi, la vitalité, tout, douleur et fièvre aussi qui restent dynamiques. Et puis, on a mal de gorge, le rhume et plaies qui sont retournés à la normale, ou du moins plutôt plus basses que l'année passée. Et dans les contributeurs à la décroissance, alors je l'ai mis plus pour symbole, parce que pour ceux qui suivent quelques-unes des présentations, je fais toujours un complexe sur le poids, et donc du coup, je voyais que la perte de poids et le déstockage, que je trouve super drôle comme terme choisi par la BCB, effectivement est en fort recul sur cette période de confinement avec moins 37%. C'est valable aussi pour les ampoules, c'est valable aussi pour l'orthopédie, c'est valable aussi pour les douleurs musculaires et articulaires. Donc, du coup, on se préserve les uns les autres, on mange et on ne perd pas beaucoup de poids. Donc, on le voit bien dans ces courbes, mais ça plonge de moins 40 à quasiment moins 80% selon les segments du self-care. Patrick, je te laisse finir sur l'hôpital. Donc voilà, on va finir cette revue de situation par le point sur l'activité à l'hôpital. Et premier élément qu'on suit, les achats hospitaliers sur la base des achats salines. Et là, on peut constater une très forte augmentation des achats, si on peut passer la slide suivante, des achats à l'hôpital. Donc, où on voit que depuis la semaine 10, avant on était sur des augmentations, des légères variations, mais qui étaient tout à fait conformes à ce que l'on voit habituellement à l'hôpital. Et à partir de la semaine 9, on se retrouve dans des augmentations. Alors, on est en unités, ce sont des UCD. On a des évolutions extrêmement fortes, plus 8%, en semaine 10, plus 16 en semaine 11, plus 43% en semaine 12. Ça retombe un tout petit peu en semaine 13, mais quand même plus 19% par rapport à la même semaine de l'année précédente. Donc, on se retrouve avec aujourd'hui des achats hospitaliers extrêmement importants. Alors, quand on regarde ensuite les classes qui ont contribué à cette progression, on retrouve les analgésiques antipyrétiques avec plus 40% d'augmentation de cette classe, les tranquillisants plus 20%, les solutés hydroélectrolytiques qui également explosent avec plus 47%. Bien sûr, tous les produits qui sont après utilisés en anesthésie, les anesthésiques généraux, les curares également, on retrouve. Bon, après, on a aussi des produits comme des antiépileptiques qui ont une augmentation assez forte. Les solutions hydroélectrolytiques en petit volume également. Les produits de la constipation, du fait aussi de l'augmentation de l'utilisation du nombre de produits chez un certain nombre de patients. Donc, ça entraîne pas mal de constipation et donc une augmentation des achats concernant ces produits. Les héparines et surtout les macrolides avec l'azithromycine qui a très, très fortement augmenté. Alors, quand on regarde au niveau des courbes, on voit les principales classes. Macrolides, 495% sur la dernière semaine. Anesthésiques généraux, 180%. Les solutions hydroélectrolytiques, 56 et 40%. Les antipsychotiques, 37%. Analgésiques, antipyrétiques, 29%. Et après, on retrouve les autres produits qu'on a cités précédemment. Quand on regarde maintenant les classes qui, elles, sont en forte décroissance à l'hôpital, là, on retrouve en fait les classes qui sont liées à un ralentissement de l'activité de tous les autres services.
On a tous vu la diminution de l'activité dans les autres services. Tout a été concentré sur l'activité d'urgence liée à l'épidémie de Covid-19 et donc ça a un impact sur beaucoup de classes connexes comme les anti-infectieux ophtalmiques, les vasoprotecteurs, les expectorants, les antidotes des anticoagulants, les régulateurs du cholestérol, et tous les autres produits que vous voyez ici. Donc, c'est vrai que les augmentations sont vraiment liées aujourd'hui, les très fortes augmentations à tous les produits liés à la pathologie du Covid-19 et produits de réanimation. Au niveau des produits contributeurs à la croissance, bien sûr, on retrouve encore le paracétamol, le chlorure de sodium, l'oxazépam, l'énoxaparine, le chlorure de potassium, midazolam, apixaban, hydrate de carbone, morphine, salbutamol. On a également aussi des curares qu'on n'a pas indiqués. Il y a énormément de produits, même s'ils ne représentent pas des ventes extrêmement importantes par rapport aux volumes totaux de l'hôpital, qui ont des augmentations extrêmement fortes. Et avec, bien sûr, la crainte par rapport au risque de pénurie sur certains produits, et les curares en particulier. Quand on regarde ensuite les évolutions des produits les plus contributeurs à la croissance, on a le midazolam, 210%, l'oxazépam, 84%, morphine, hydrate de carbone, chlorure de sodium. Des évolutions au-delà de 30% pour les principaux sur la dernière semaine. Elles avaient déjà toutes connu un pic extrêmement important en semaine 12 et vous voyez qu'en semaine 13, elles continuent à avoir des évolutions importantes. Enfin, dans les produits contributeurs à la décroissance, on a la ranitidine, 100% de décroissance. Après, on a la triméthazidine, on a tétracaïne, qui sont la dexaméthasone, également à moins 45% sur les semaines 10-13. Donc, voilà pour les principaux produits qui contribuent à cette décroissance et qui ont des variations individuelles extrêmement importantes. Et si on fait un zoom sur les produits de réanimation, donc quand on dit produits de réanimation, donc vous avez tous les produits, les inducteurs du sommeil, vous avez les curares, vous avez tous les produits qui peuvent être donnés dans le cas de l'anesthésie, des solutés. Vous voyez cette augmentation extrêmement forte depuis la semaine 11 pour atteindre les ventes les achats ont été multipliés par 3 sur les 2 dernières semaines au niveau des hôpitaux. Et quand on le suit hôpital par hôpital comme nous le suivons aujourd'hui, on voit des achats par hôpitaux, alors là, qui sont très différents et qui, en fait, reflètent surtout leur activité en réanimation et le nombre de lits de réa qu'ils peuvent avoir. Et cela permet aussi de voir s'il y a peut-être certains stocks dans des établissements qui en auraient moins besoin, notamment dans des régions où le Covid n'a pas encore touché autant de monde qu'il a pu le faire dans le Grand Est ou dans la région Île-de-France. Donc voilà pour cette situation. Donc, avec David, on en a fini. On voulait vous remercier tous pour votre participation. On était plus de 460 personnes pour cet atelier. Donc, un grand merci à vous tous pour y avoir assisté. Et je tiens également à remercier toutes les équipes du GERS et de CGDIM qui ont contribué à nous aider à préparer cela avec David. Et qui permettent surtout aussi aux autorités de pouvoir suivre au quotidien toutes ces données et aussi aux laboratoires qui aujourd'hui nous commandent des suivis particuliers sur certaines gammes de produits ou certaines analyses. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous et nous allons réorganiser un nouvel atelier virtuel
nous informerons de la date et des thèmes. Il y aura bien sûr un suivi de ce qui a été fait aujourd'hui, mais il y aura également d'autres thèmes, comme on fera participer vraisemblablement un économiste de santé pour voir ce qui va se passer le jour d'après, comme on dit en ce moment, comment cela va impacter nos différents métiers et surtout notre industrie, mais également les officines, les cabinets médicaux et autres. Merci à vous tous et très bonne continuation et surtout faites attention. Merci à tous.